En novembre 1924, il y a 100 ans, après un procès de plus d'une semaine à Quimper, Guillaume Seznec est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il est reconnu coupable du meurtre de Pierre Kemner et de faux en écriture, malgré l'absence de corps, de témoins et même d'aveux. Et il passera 20 ans au bagne en Guyane. Un an avant, le 22 juin 1923, la justice ouvre une enquête pour disparition inquiétante. La valise de Pierre Kemner, conseiller général du Finistère, est retrouvée à la gare du Havre et dessus, on y retrouve des traces de sang. Pierre Kemner part pour affaires le 25 mai de Rennes avec Guillaume Seznec, un commerçant de Morlaix. Le dernier à avoir vu Pierre Kemner est bien sûr Seznec, mais depuis le 27 mai, plus rien. Ni vivant ni mort, Pierre Kemner s'est comme évaporé dans la nature. Cette disparition inquiétante secoue violemment la Bretagne, qui veut trouver le coupable. Sauf que, le coupable idéal semble tout trouver, non? Il faut dire que Guillaume Seznec ne semble pas mettre toutes les chances de son côté. Il se contredit, tente de soudoyer les témoins et même de s'évader. Et aussi, il avoue juste avant de mourir qu'il sait où est caché le corps de Kemner. Oui, mais que s'est-il réellement passé? C'est ce que nous essaierons de comprendre dans un premier temps. Ensuite, nous verrons en quoi Guillaume Seznec semblait être le coupable idéal, tout trouvé pour endosser le crime de Pierre Kemner. Puis pour finir, nous verrons comment le mystère de cette affaire non élucidée continue de faire parler d'elle de nos jours. Faisons un bond de 100 ans dans le passé et imaginez un instant. Nous sommes au début des années 1920. Pierre Kemner, 46 ans, est un homme influent. Riche négociant en bois à Landerneau, mais il est surtout connu parce qu'il est conseiller général du canton de Sizun dans le Finistère. Depuis 1922, il s'est associé à un autre négociant en bois qui s'appelle Guillaume Seznec. Il a 45 ans et lui, il est installé à Morlaix. Le jeudi 24 mai 1923, un rendez-vous d'affaires crucial les attend à Paris. Et ils ont un programme ambitieux, presque irréaliste en tête. Celui de revendre des Cadillacs. En effet, après la Première Guerre mondiale, les Américains, venus donner un précieux coup de main aux Alliés, sont repartis chez eux en laissant plus de 2000 Cadillacs sur le territoire français. Un petit trafic qui rapporte gros commence donc à s'organiser. Ces voitures de luxe pourraient, selon eux, intéresser les Russes. Toujours le 24 mai 1923, Pierre Kemner, parti tôt le matin en train, attend Guillaume Seznec à 14h30 au Grand Hôtel à Rennes. Seznec doit arriver au volant d'une Torpedo Cadillac, symbole de leur ambition. À Paris, 2 jours plus tard, un rendez-vous est fixé avec un contact clé. Francis Boudjema Guerdy, un Américain installé boulevard Malesherbes. Et l'enjeu est de taille, finaliser la commande d'une centaine de véhicules. Mais dès le début, leur petit road trip là, il commence pas très bien, non. Déjà parce que Guillaume Seznec arrive avec plus de 5 heures de retard à Rennes. La Cadillac ne cesse de tomber en panne. Ils partent le lendemain matin donc à 5 heures pour Paris. Ils s'arrêtent maintes et maintes fois car la voiture ne tient pas du tout la route. Ils font une halte à Dreux ainsi qu'à Houdan, à moins d'une centaine de kilomètres de Paris. Et il dîne dans une auberge le soir même. Le lundi 27 mai au soir, Guillaume Seznec rentre seul à Morlaix, la Cadillac en panne, à la recherche d'un garagiste pour la réparer. Quand on l'interroge sur Pierre Kemner, il raconte l'avoir déposé le vendredi soir à la gare de Houdan. Selon lui, Kemner aurait pris un train pour Paris dans la foulée. Enfin, à Houdan, Seznec n'en est même pas sûr. Il se contredit en disant que c'était peut-être bien la gare de Dreux finalement et ne met pas toutes les chances de son côté. Les jours passent, mais toujours aucune nouvelle du conseiller général. Une absence qui commence à inquiéter. Et ce voyage chargé de promesses va basculer rapidement dans le mystère. Kemner ne reviendra jamais. Et Seznec deviendra le protagoniste d'un des plus grands mystères judiciaires de l'histoire bretonne. Le 10 juin, l'inquiétude commence à gagner Jenny, la sœur de Pierre Kemner, son frère Louis ainsi que son beau-frère. Sans nouvelles, ils se rendent à la 13e brigade de police mobile de Rennes pour signaler sa disparition. 3 jours plus tard, un télégramme inattendu arrive envoyé depuis le Havre. Ce télégramme dit « Ne rentrerait à Landerneau que dans quelques jours, signé Kemner ». Ouais, un peu louche tout ça quand même, surtout de signer Kemner, son nom de famille, à sa propre sœur. Celle-ci trouve cela bien sûr étrange, Pierre a toujours signé de son prénom dans ses correspondances à sa famille. Et jamais de son nom. L'inquiétude des Kemner se transforme donc en véritable angoisse lorsque le 20 juin au Havre, un nouvel élément trouble apparaît. La valise jaune de Pierre Kemner est retrouvée à la gare.
Tachée de sang, elle contient plusieurs objets intrigants dont un carnet de dépenses, ses papiers d'identité et surtout un acte de vente surprenant. Ce document indique que le conseiller général aurait vendu sa propriété de Traunès, située à Plouriveau dans les Côtes-d'Armor, à Guillaume Seznec pour la modique somme de 35 000 francs. Seznec affirmera par la suite que le montant était si bas car il lui avait également versé une grosse somme sous la table comme ça, en cash, ce qui se faisait encore beaucoup dans les campagnes. Mais cette découverte ne fait qu'aggraver le mystère autour de sa disparition. Et donc le 22 juin 1923, face à ces éléments troublants, une instruction pour disparition suspecte est officiellement ouverte à Brest. Et quelques jours plus tard, le 8 juillet 1923, une nouvelle découverte accablante renforce les soupçons contre Guillaume Seznec. Une machine à écrire de la marque Royal, identique à celle qui a servi à écrire l'acte de vente de la maison de Kemner, est retrouvée dans le grenier de la scierie. Les enquêteurs pensent qu'elle a servi à rédiger l'acte de vente controversé de la propriété de Traunès. Cachée dans une cheminée et soigneusement emballée dans des journaux, la machine était accompagnée de feuilles de papier à dactylographier. Elle est saisie immédiatement et signalée aux autorités. Et la femme de Guillaume, Marie-Jeanne Seznec, présente, affirme ignorer tout de cet objet. Cette découverte marque un tournant dans l'enquête, renforçant l'étau judiciaire autour de Seznec. Une disparition, des objets suspects, des témoignages flous, cette affaire déjà complexe ne fait que commencer. Mais une chose est certaine, l'ombre du doute plane sur Guillaume Seznec. Petit moment autopromo, si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner à celle-ci. C'est gratuit et c'est déjà un grand soutien. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je pense que lundi ou mardi prochain, d'ailleurs, je sortirai ma petite vidéo FAQ de fin d'année. Donc, je pense que je ferai un sondage pour demander quand est-ce que vous préférez qu'elle sorte. Et rejoignez-moi également sur Instagram, je publie quasiment quotidiennement sur ce réseau social et vous pouvez aussi faire un petit don sur Tipeee. Revenons à nos moutons, alors quels éléments semblent faire de Seznec le coupable idéal? La personnalité de Guillaume paraît être complexe. Tout d'abord, c'était un commerçant ambitieux de Morlaix. Il était propriétaire d'une scierie, mais il avait également des difficultés financières. Il est endetté, sa scierie ne marche pas si bien que ça, et son train de vie dépasse ses moyens. Cela le pousse à envisager des affaires risquées, comme par exemple le projet de revente de Cadillac avec Kemner. Et ce facteur a pu entraîner de la jalousie. D'ailleurs, le petit-fils de Guillaume, Denis Seznec, affirme qu'en Bretagne, il y a des gens, et c'est encore le cas, avec une forme de jalousie. C'est quelqu'un qui voulait monter à Paris et qui voulait sortir de la paysannerie, en quelque sorte, et ça a dû jouer contre lui. De plus, Guillaume a un caractère assez singulier. Il peut parfois avoir l'air arrogant, même obstiné, et parfois même imprudent, mais pas forcément malveillant. Et puis, il a ce qu'on appelle une gueule, Guillaume. Bah oui, à cause d'un incendie quelques années auparavant, pour lequel d'ailleurs il sera accusé d'avoir tenté de faire une fraude à l'assurance. Il a le visage complètement brûlé et anguleux, et des cicatrices le marqueront physiquement à jamais. Guillaume Seznec est un homme que l'on remarque à cause de ses signes particuliers. Et puis, il est aussi habile pour se défendre, mais il est aussi plein de contradictions dans ses propos, ce qui nuira à sa crédibilité. Et aussi, concernant la relation Seznec-Kemner, Guillaume Seznec et Pierre Kemner formaient une alliance intrigante, celle d'un politicien influent, conseiller général du Finistère, et d'un commerçant ambitieux en quête de succès. Ensemble, ils se lancent en 1922 dans ce projet audacieux de revente de Cadillac. Mais leur lien soulève des questions. Est-ce une réelle amitié ou une simple association de circonstances, portée par des intérêts communs? Derrière cette collaboration, leur véritable motivation reste floue et laisse planer un mystère sur la nature exacte de leur relation. Ce projet de revente de voitures est-il une opportunité légitime ou une entreprise douteuse dès le départ? Et au cœur de l'accusation contre Guillaume Seznec se trouve un document crucial, le compromis de vente de la propriété de Traunès appartenant à Pierre Kemner. Ce document censé officialiser la transaction entre les deux hommes pour la modique somme de 35 000 francs s'avère falsifié. Les experts concluent qu'il a été rédigé à l'aide d'une machine à écrire de marque Royal, identifiée comme appartenant à Seznec et retrouvée cachée dans le grenier de la scierie. Ce lien direct entre Seznec et une tentative de fraude financière devient l'un des piliers de l'accusation. Cependant, le simple fait de posséder une machine à écrire identique suffit-il à prouver sa culpabilité dans une affaire aussi grave? La question reste en suspens. Au fil des interrogatoires, Guillaume Seznec modifie plusieurs fois sa version des faits concernant les derniers moments passés avec Pierre Kemner. Tantôt il affirme l'avoir déposé à la gare de Houdan pour qu'il prenne le train vers Paris, tantôt il évoque des détails contradictoires sur leurs déplacements et leurs échanges. Ces incohérences, bien que suspectes, pourraient être attribuées à la pression écrasante qu'il aurait subie, ou à une tentative maladroite de dissimuler des éléments embarrassants.
embarrassant. Mais aux yeux des enquêteurs, elle renforce les soupçons. Un homme innocent ne devrait-il pas avoir un récit clair et cohérent? Malgré ces éléments à charge, le dossier reste fragile sur un point des plus fondamentaux, qui est l'absence de preuves directes. Aucun témoin n'a vu Seznec commettre un acte répréhensible. Il n'y a ni corps, ni scène de crime, ni traces physiques incriminantes. Cette absence de preuves matérielles soulève un doute persistant. Et si les éléments incriminants relevaient davantage d'un faisceau de présomption que d'une véritable certitude? En somme, les preuves à charge contre Guillaume Seznec dessinent un portrait d'un homme au comportement suspect, mais elles manquent de solidité pour établir une culpabilité sans équivoque. L'affaire repose sur un équilibre précaire entre des indices troublants et des zones d'ombre qui n'ont jamais pu être éclaircies. Mais alors, Guillaume Seznec était-il le coupable idéal ou un simple bouc émissaire? Et il faut dire ce qui est, l'enquête est rapide et basée davantage sur des suppositions que sur des faits. Certains éléments, comme les témoignages d'éventuels témoins, sont peu approfondis, contradictoires et même mis de côté s'ils tendent trop à montrer que Seznec est innocent. Certaines théories disent que Seznec aurait été piégé par des tiers ayant un intérêt à faire disparaître Kemner. Seznec était vulnérable, peut-être aussi influençable, tant sa situation financière était fragile. Le procès de Guillaume Seznec, marqué par l'audition de 148 témoins, s'étend sur 8 jours et s'achève le 4 novembre 1924. Il est déclaré coupable de faux en écriture privée et du meurtre de Pierre Kemner. Guillaume Seznec était-il un homme désespéré, prêt à tout pour s'en sortir, ou une simple victime d'un engrenage judiciaire implacable? L'enquête officielle ne répondra jamais à cette question, mais comment a évolué cette affaire depuis 100 ans? Et il y a une personne qui joue un rôle décisif dans cette affaire. C'est la femme de Guillaume. Et dès la condamnation de Guillaume Seznec en 1924, son épouse Marie-Jeanne devient le pilier d'un combat acharné. Dévastée mais convaincue de l'innocence de son mari, elle refuse de céder au découragement. Alors que Guillaume est envoyé au bagne en Guyane, elle prend la tête d'une croisade pour prouver que justice n'a pas pu être rendue. Marie-Jeanne comprend rapidement que l'opinion publique peut jouer un rôle clé. Armée de courage et d'une détermination inébranlable, elle rédige d'innombrables lettres aux autorités, aux journalistes et aux personnalités influentes. Elle expose les failles de l'enquête, les incohérences du procès et les éléments qui, selon elle, prouvent que Guillaume est victime d'une erreur judiciaire. Elle sillonne la France recueillant signatures et soutiens pour des pétitions destinées à réclamer une révision du procès. Ses discours passionnés et son engagement finissent par attirer l'attention de certains intellectuels et avocats sensibles à la notion d'injustice. Mais ce combat a un coût. En luttant pour son mari, Marie-Jeanne met en péril sa propre santé et celle de sa famille. Les finances du foyer sont englouties dans cette quête de vérité et elle doit faire face à une société qui souvent la juge très sévèrement. Malgré tout, elle ne baisse jamais les bras, restant fidèle à Guillaume jusqu'au bout. Après sa condamnation aux travaux forcés, Guillaume Seznec est envoyé en Guyane après le rejet de la requête en révision de sa femme. Il purge sa peine entre le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni et celui de l'île Royale, dans des conditions de vie éprouvantes. Et grâce à des réductions de peine et à l'abolition progressive du système pénitentiaire colonial, il retrouve la liberté le 14 mai 1947, après plus de 2 décennies en captivité. Mais entre-temps, en 1931, Marie-Jeanne Seznec s'éteint à l'hôpital Beaujon à Paris, sans jamais avoir revu son mari. Jusqu'à son dernier souffle, elle aura mené un combat acharné pour faire reconnaître l'innocence de Guillaume, mais son rêve de justice restera inachevé. Après avoir purgé 23 années dans des conditions épouvantables au bagne de Guyane, Guillaume Seznec est finalement gracié par le général de Gaulle en 1946, dans un contexte où l'opinion publique a basculé en sa faveur. Cette grâce n'efface pas sa condamnation, mais elle marque une reconnaissance implicite des doutes entourant cette affaire. Seznec retrouve la liberté en mai 1947 à l'âge de 70 ans, marqué physiquement et psychologiquement par ses années de captivité. Lors de son retour en Bretagne, il est accueilli comme un héros et le symbole de la faillibilité du système judiciaire français. Il tente de reprendre une vie normale, mais en vain, car le poids de l'injustice et la perte de sa femme Marie-Jeanne durant son incarcération le hantent. Malgré un regain d'intérêt pour son cas et le soutien de la population, il ne parvient pas à obtenir une réhabilitation officielle. En novembre 1953, Guillaume Seznec, revenu depuis 1947 et installé chez sa fille à Paris, est victime d'un accident tragique. Un camion le renverse avant de prendre la fuite. Après 2 jours de coma, il reprend connaissance et tient des propos troublants, évoquant un rêve où l'une de ses filles décédées lui serait apparue. Elle m'a pris par la main et m'a conduit à Plourivaux, dans la propriété de Kemner. Elle m'a montré sa tombe et il a été tué de 2 balles dans la tête. On l'a enterré sous une fontaine derrière la maison, sur la gauche, en descendant vers la rivière. Il n'y a que 30 cm de terre à gratter, puis on trouve une énorme dalle et le corps est en dessous, au milieu de l'eau. Il est bien conservé. Il faut 3 hommes pour soulever la pierre. Allez-y, on saura que je suis innocent.
Ces paroles énigmatiques mêlant rêve et réalité nourriront davantage le mystère autour de l'affaire Seznec et des circonstances de la disparition de Pierre Kemner. Mais en vain, car rien n'est retrouvé à Plouriveau. Sa famille n'a jamais cessé de clamer son innocence, et si son épouse Marie-Jeanne a été la première à mener ce combat, ses descendants ont pris le relais après sa disparition. Parmi eux, Denis Seznec, le petit-fils de Guillaume, qui est devenu le visage moderne de cette lutte pour la vérité. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur son grand-père, comme Nous les Seznec, ou encore L'affaire Seznec, chronique d'une injustice. À travers ses écrits, interviews et nombreuses apparitions dans les médias, il a su maintenir l'affaire dans la mémoire collective et sensibiliser l'opinion publique aux zones d'ombre de cette énigme judiciaire. Son acharnement a permis de relancer plusieurs débats et d'explorer des pistes qui auraient pu innocenter son grand-père. Denis Seznec a mis en lumière des éléments intrigants qui pourraient réécrire l'histoire. Parmi eux, l'hypothèse que Pierre Kemner aurait été victime d'un accident mortel et que sa disparition aurait ensuite été maquillée pour protéger d'autres personnes. D'autres découvertes, comme des fragments de machines à écrire similaires à celles utilisées pour falsifier le compromis de vente, ont ravivé l'intérêt pour le dossier. Et pourtant, ces indices n'ont jamais suffi à convaincre la justice française de rouvrir l'affaire. Malgré des décennies d'efforts, toutes les tentatives de révision de procès ont été rejetées, y compris celles portées par Denis Seznec. Les juges ont estimé que les nouveaux éléments présentés n'apportaient pas la preuve irréfutable d'une erreur judiciaire. Cette position reflète une inertie judiciaire qui, pour les défenseurs de Seznec, empêche la vérité d'émerger. L'affaire Seznec demeure un symbole des limites de la justice et de l'impact durable d'un mystère non élucidé sur une famille et une nation entière. En 2015, Dany Langlois, l'avocat de la famille Seznec, écrit le livre Pour en finir avec l'affaire Seznec, dans lequel il expose la théorie selon laquelle Marie-Jeanne Seznec aurait tué Pierre Kemner. Car en 1977, lors du dépôt de la 13e demande de révision, Bernard Leher, l'un des petits-enfants de Guillaume Seznec, apporte un enregistrement du témoignage de son oncle, Petit Guillaume, l'un des fils de Seznec. Sur cette bande-son, Petit Guillaume raconte qu'un dimanche de mai 1923, alors qu'il jouait dans le jardin, il avait entendu les cris de sa mère. En se rapprochant, il avait aperçu Pierre Kemner, mort sur le sol de la salle à manger, avec du sang coulant de son front. Sa mère, blanche comme un linge, est près du corps. Il remarque aussi le chandelier légèrement déplacé et suppose que la tête de Kemner avait pu heurter le rebord du canapé. Son père, absent au moment des faits, serait rentré plus tard dans l'après-midi bouleversé. Il aurait pleuré en déclarant « On est ruiné, tout l'argent qu'on lui a donné, on ne le reverra pas ». Cet argent représentait bien sûr le dessous de table versé à Kemner pour la propriété de Plouriveau, qui avait englouti les économies de Seznec. Petit Guillaume évoque aussi un cellier près de la maison, où des travaux auraient pu être réalisés, laissant supposer que le corps de Kemner y aurait été dissimulé. Aujourd'hui, la révision du procès est toujours demandée pour obtenir une justice sereine et équitable. Et si Guillaume Seznec doit être reconnu coupable de faux en écriture, aucune preuve irréfutable ne permet de confirmer qu'il a vraiment tué Kemner. Sa condamnation pour meurtre reste donc hautement contestable. Et moi, je pense que les vérités cachées sont plus complexes qu'un simple coupable ou d'une simple victime. Et je me demande si la vérité est-elle vraiment là où on l'attend. Malgré les 14 requêtes en révision, l'affaire Seznec continue de diviser. Tout le monde a sa théorie, mais personne n'a de véritable réponse. C'est une affaire sensible qui touche l'affect de chacun, car il interroge fortement nos certitudes sur la justice et sur la vérité. Mais peut-être qu'à présent, finalement, la véritable réponse est perdue à jamais. C'en est tout pour moi pour ce soir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je n'ai pas pu traiter absolument toutes les théories, preuves et aspects de cette affaire, qui a vraiment été étudiée, commentée, en long, en large et en travers, sinon on y serait encore demain. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre théorie sur le meurtre de Pierre Kemner. On se retrouve lundi au mardi prochain pour une vidéo où je répondrai à vos questions, et sinon également vendredi prochain à 19 h. Prenez soin de vous, je vous fais des beaux câbles et je vous dis, dan distro!